Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un jeune homme au Burkina Faso. Il n'était pas célèbre, il n'était pas puissant. En fait, presque personne ne connaissait son nom. C'était juste un soldat ordinaire s'entraînant dans un camp militaire poussiéreux, se réveillant probablement tôt, faisant des tours de piste et apprenant à obéir aux ordres. Quelqu'un a pris une photo de lui à cette époque, vers 2009 ou 2010. Il avait l'air calme, concentré, peut-être même un peu incertain de ce que l'avenir lui réservait. Ce jeune homme, il s'appelait Ibrahim Traoré. À l'époque, il n'avait aucune idée qu'un jour, il deviendrait le plus jeune président du monde. Et pourtant, nous y sommes. En regardant cette photo, on ne peut s'empêcher de penser que si tu ne crois pas en toi, si tu n'es pas prêt à continuer quand les choses deviennent difficiles, alors peut-être que tu n'es pas prêt à mener un combat. Car le vrai changement demande de la force, non seulement dans les muscles, mais aussi dans le cœur. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Mais parfois, quelqu'un d'inattendu se lève, non pas parce qu'il était le plus bruyant ou le plus riche, mais parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que lui. Ibrahim Traoré est devenu un leader en empruntant une voie audacieuse et controversée. Certains appellent cela un coup d'État, d'autres un tournant décisif. Quoi qu'il en soit, il a pris un risque que beaucoup n'auraient jamais osé prendre. Maintenant, avançons jusqu'en 2023. Il s'est tenu devant des personnalités puissantes lors du sommet afro-russe à Saint-Pétersbourg. Aux côtés de dirigeants mondiaux comme le président Vladimir Poutine, il n'est pas resté silencieux. Il a pris la parole. Il a parlé d'unité, de famille, de la manière dont l'Afrique et la Russie pouvaient construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'impliquait pas que des étrangers dictent toujours aux pays africains ce qu'ils doivent faire. Et quelque chose de surprenant s'est produit. Ces paroles ont fait écho à une autre voix venue du passé, celle d'un homme nommé Frederick Douglass, qui s'était élevé contre l'esclavage dans les années 1800. Douglass avait dit que si une personne refuse de se battre pour sa liberté, elle restera enchaînée pour toujours et ne devrait pas s'attendre à de la pitié. C'étaient des paroles fortes, mais elles n'étaient pas destinées à être cruelles. Elles visaient à réveiller les consciences. Traoré, même jeune, comprenait ces paroles, non seulement la phrase, mais aussi le sentiment qui s'en dégageait. Il ne citait pas pour faire bonne figure. Il avait lu les livres. Il avait ressenti le poids de ses idées. Et quand il parlait, c'était comme si ces vieilles paroles reprenaient vie. Certains critiques occidentaux le qualifient de chef de junte militaire, comme s'il s'agissait d'une mise en garde. Mais quand Traoré entend cela, il ne bronche pas. Il semble comprendre que l'histoire est remplie d'étiquettes. Certaines sont utilisées pour faire taire les gens, d'autres pour désigner ceux qui se libèrent. Et pour ceux qui ont suivi son parcours, écouté ses discours et observé les choix qu'il fait, ils disent que c'est comme si quelque chose de profond et de rare se produisait à nouveau. Ce qu'un écrivain a un jour appelé la métempsychose, l'idée qu'un esprit ou une énergie peut revenir sous une autre forme pour achever ce qui était resté inachevé. Il existe une vieille croyance, une idée que certaines personnes à travers le monde partagent depuis des siècles. Elle dit que lorsqu'une personne pleine de courage et de détermination quitte ce monde, son esprit ne disparaît pas simplement. Au lieu de cela, il se déplace, flottant dans l'air jusqu'à ce qu'il trouve doucement un nouveau foyer en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui porte cette même flamme, cette même mission. Maintenant, imaginez ceci. En 1987, le Burkina Faso a perdu l'un de ses plus grands héros, Thomas Sankara. Il était courageux, honnête et déterminé à améliorer son pays. Lorsqu'il a quitté ce monde, quelque chose de plus profond a peut-être eu lieu, quelque chose que personne ne pouvait voir. Un an plus tard, dans un petit endroit appelé Bondokui, un petit garçon est né. Son nom ? Ibrahim Traoré. On dit qu'il porte le même esprit que Sankara, fort, intrépide et guidé par la justice. L'idée qu'un esprit puisse renaître à travers un nouveau leader peut sembler magique, mais pour beaucoup au Burkina Faso, elle paraît réelle. Il le voit dans la manière dont le capitaine Traoré marche, parle et vit. Et pas seulement dans la façon dont il parle de liberté, mais dans la façon dont il la vit, jour après jour. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de spécial, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu à propos de ce jeune président. Il ne vit pas dans un palais doré. Il ne conduit pas de voiture tape à l'œil. Il touche toujours le salaire d'un soldat ordinaire, comme au début. Même après avoir accédé au plus haut poste de pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi une vie simple, non pas parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il croit que le leadership consiste à servir, et non à se vautrer dans le luxe.
En seulement 2 ans, il a bouleversé les choses. Il a affronté des trahisons, des menaces et même un plan secret visant à le renverser, soutenu par des milliards de francs CFA. Mais il ne s'est pas laissé faire. Au contraire, il s'est tenu plus droit, plus fort. Et si vous vous demandez encore, qui est vraiment cet homme? Eh bien, revenons au début. Il est né le 14 mars 1988, dans un village appelé Kara, dans la province du Mouhoun, au Burkina Faso. Il a fait l'école primaire à Bondokui, puis a déménagé à Bobo-Dioulasso, une grande ville pleine d'énergie et de savoir. Ceux qui l'ont connu à cette époque disent qu'il était calme, concentré, intelligent, ni bruyant, ni tape à l'œil, juste un jeune garçon avec de grandes idées et un esprit paisible. Contrairement à beaucoup d'autres qui rêvaient de devenir soldats dès leur plus jeune âge, Traoré a commencé comme un civil ordinaire. Ce n'est que plus tard qu'il a rejoint l'armée, et cette décision allait tout changer, non seulement pour lui, mais pour tout son pays. Bienvenue dans le parcours d'un homme dont beaucoup disent qu'il n'a pas simplement accédé au pouvoir, mais qu'il est revenu pour accomplir quelque chose de plus grand. En 2006, un jeune homme nommé Ibrahim Traoré a fait ses valises et s'est dirigé vers la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Il n'était pas parti à la recherche de la gloire ou de la fortune. Il était parti pour étudier les roches, sérieusement. Il s'est inscrit à l'université Joseph Kizerbo pour apprendre la géologie, qui est la science de la Terre, comme l'étude des montagnes, des tremblements de terre et de tout ce qui se trouve sous la surface. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les gens remarquent quelque chose de spécial chez lui. Ibrahim n'était pas seulement intelligent. Il défendait ses camarades de classe, prenait la parole quand les choses n'étaient pas justes, et il a été choisi pour les représenter en tant que délégué. Au moment où il a obtenu son diplôme, il avait gagné non seulement de bonnes notes, mais aussi le respect. Puis en 2009, il a pris une grande décision qui en a surpris plus d'un. Il a décidé de rejoindre l'armée. Il n'est pas allé à l'école militaire de premier rang où des leaders célèbres comme Thomas Sankara se sont formés. À la place, il s'est inscrit à l'académie militaire Georges Namoano, un établissement moins connu. Mais cela ne l'a pas arrêté. En 2012, il avait obtenu son diplôme et fut envoyé au Maroc pour une formation spéciale en défense anti-aérienne. À son retour, il a rejoint une unité d'infanterie à Kaya, une ville du nord du Burkina Faso. En 2014, son parcours a pris un tournant majeur. D'abord, il a été promu lieutenant, puis quelque chose d'encore plus important s'est produit. Il a été déployé au Mali dans le cadre d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies appelée la MINUSMA. C'était du sérieux. Il a été envoyé pour aider à apaiser l'une des régions les plus dangereuses, où des groupes armés et des rebelles semèrent le chaos. C'est à Tombouctou, une ville légendaire du nord du Mali, que Traoré a affronté sa première véritable épreuve sous le feu. En 2018, lors d'une attaque complexe menée par des militants, il a fait preuve d'un véritable courage et d'un sang-froid remarquable. Mais il ne s'est pas arrêté là. En 2019, il était de retour chez lui, au Burkina Faso, participant à une longue campagne militaire connue sous le nom d'Opération Djibo, faisant partie d'un effort plus large dans la région orientale troublée. L'objectif ? Repousser les combattants armés qui semèrent la peur et la violence. Traoré a passé 7 mois dans des opérations intenses à travers l'Est, puis le Nord. Ces missions étaient éprouvantes. Même lorsqu'il réussissait dans un endroit, les problèmes surgissaient ailleurs. Il a également été en poste à Maroyais, une zone dangereuse du pays connue sous le nom de zone des 3 frontières, où se rencontrent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est l'un des endroits les plus difficiles à patrouiller de la région en raison de l'activité intense des groupes armés. Et pourtant, Traoré était en première ligne. Les soldats qui ont servi avec lui disaient qu'il n'était pas seulement courageux, il était loyal, déterminé et toujours proche de son équipe. En 2020, il a obtenu le grade de capitaine. Mais cette même année, la situation empirait dans tout le pays. De nombreux jeunes officiers, dont Traoré, devenaient de plus en plus frustrés. Ils risquaient leur vie tandis que certains des dirigeants au-dessus d'eux semblaient incapables ou peu disposés à arrêter la menace croissante des militants. Il y a un moment dont les gens parlent encore aujourd'hui, datant de 2020. La ville de Barça-Luogo était en grand danger. Les militants se rapprochaient et personne ne pouvait accéder à la ville par la route. La route principale était probablement truffée de bombes dissimulées. Alors, Traoré a pris une décision audacieuse. Il a conduit son unité à pied, traversant une campagne difficile pour atteindre la ville, et ils y sont arrivés juste à temps pour la libérer. Au Burkina Faso, la vie est devenue très difficile dans certaines régions. Des groupes armés, souvent appelés djihadistes, sèment le chaos.
Leurs attaques prennent de nombreuses formes. Bombes artisanales sur les routes, embuscades, enlèvements, vols de véhicules et même tirs de roquettes. C'est dangereux et les régions du pays qui souffrent le plus sont le Sahel, le Nord, le Centre-Nord et l'Est. Maintenant, regardons de plus près ce qui s'est passé ensuite. Chapitre 2. Du soldat au président. À la fin de l'année 2021, la situation avait atteint un point de rupture. De nombreuses familles n'avaient pas assez de nourriture. Environ une personne sur 4 au Burkina Faso avait du mal à se nourrir. Et en septembre 2022, les chiffres étaient déchirants. Plus de 3000 personnes avaient perdu la vie. C'est encore plus que pendant toute l'année précédente. En plus de cela, plus de 2 millions de personnes avaient été forcées de quitter leur domicile. Alors, que s'est-il passé ? En janvier 2022, un homme nommé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a mené un coup d'État militaire. En gros, l'armée est intervenue et a destitué le président de l'époque, Roch-Marc Christian Kaboré. Le président Kaboré était en fonction depuis 2015. Il est arrivé après Michel Kafando, qui avait dirigé un gouvernement de transition de courte durée à la suite d'un important soulèvement populaire en 2014. Cette révolution a chassé Blaise Compaoré, un dirigeant qui avait gouverné pendant 27 ans après être arrivé au pouvoir en 1987, la même année où Thomas Sankara, le héros révolutionnaire du pays, a été assassiné. Damiba a déclaré que la raison du coup d'État était que Kaboré n'avait pas réussi à stopper la montée des attaques djihadistes. Alors, après avoir pris le pouvoir, Damiba a créé quelque chose appelé le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ou MPSR en abrégé. Il a dit que le plan était simple. Reprendre le pays des mains des groupes armés et aider les millions de personnes déplacées à rentrer chez elles. Le capitaine Ibrahim Traoré a lui aussi rejoint le MPSR. À ce moment-là, il était déjà un soldat respecté. En mars 2022, Damiba l'a promu à la tête de l'unité d'artillerie à Kaya, en plein centre du pays. Mais voici le rebondissement. Cette promotion allait plus tard ouvrir la voie à quelque chose que personne n'avait vu venir. Même si Damiba avait promis de protéger la population, la situation sur le terrain ne cessait de se détériorer. Les attaques ne s'arrêtaient même pas. En réalité, les militants commençaient à s'emparer de plus en plus de territoires. Des villes se retrouvaient encerclées. Les gens continuaient de fuir pour sauver leur vie. Et de nombreux soldats, en particulier ceux stationnés loin de la capitale, ne recevaient pas leurs soldes à temps. La frustration grandissait et au sein même des rangs de l'armée, de jeunes officiers commençaient à se demander si les dirigeants comprenaient vraiment ce qui se passait sur le terrain. Le capitaine Traoré faisait partie de ces officiers. Dans le camp militaire où était stationné le capitaine Ibrahim Traoré, l'atmosphère était tendue. Les jeunes soldats étaient épuisés, fatigués de se battre, fatigués d'attendre et surtout fatigués d'avoir l'impression que personne aux commandes ne les écoutait. Traoré n'était pas un officier comme les autres. Ses camarades soldats le respectaient. Alors, quand la frustration a atteint son comble, ils se sont tournés vers lui. Ils lui ont demandé d'être leur porte-parole. Il s'est rendu à Ouagadougou, la capitale, pour parler directement avec le président Damiba, le dirigeant qui avait pris le pouvoir plus tôt cette année-là. Traoré voulait expliquer ce que vivaient réellement les soldats sur le terrain, ce qu'ils affrontaient, ce dont ils avaient besoin. Mais ces demandes ont été ignorées. Aucune réponse, aucun rendez-vous. Juste le silence. Pendant ce temps, les responsables étaient vus assis dans des bureaux frais et climatisés de la capitale, tandis que le nord du pays était attaqué. Dans des endroits comme Djibo, une ville de plus de 60 000 habitants, des groupes djihadistes l'encerclaient et l'isolaient du reste du pays depuis plus d'un an. Puis est venu le moment qui a tout fait basculer. Le 26 septembre 2022, un immense convoi de 150 camions remplis de nourriture se dirigeait vers Djibo pour venir en aide aux habitants bloqués sur place. Mais avant d'atteindre la ville, il a été pris en embuscade. L'attaque a fait 37 morts, dont 27 soldats. Le convoi n'est jamais arrivé. La ville est restée piégée et l'armée était anéantie. C'en était trop. À Ouagadougou, la colère montait. Quelques jours plus tôt, le président Damiba s'était envolé pour New York avec une délégation de 70 personnes pour assister au sommet des Nations Unies. Il avait déclaré au monde que le Burkina Faso progressait et avait demandé du soutien. Mais dans le pays, les gens étaient furieux. Les soldats se sentaient abandonnés. Les citoyens se demandaient comment un gouvernement pouvait parler de progrès alors que le pays était assiégé. Traoré a de nouveau tenté de rencontrer Damiba. Toujours rien. Alors,
Le matin du 30 septembre 2022, des coups de feu ont retenti dans toute la capitale. Quelque chose de grave était en train de se passer. À 20 h, tout le pays était suspendu à son écran. Un jeune soldat en uniforme est apparu à la télévision nationale. Il portait un béret rouge, un gilet pare-balles et se tenait devant un groupe de soldats masqués et casqués. Cet homme était le capitaine Ibrahim Traoré. Il a calmement annoncé qu'il était désormais le nouveau chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ou MPSR. Le gouvernement du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait été renversé. Traoré et ses camarades officiers ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont accusé Damiba d'avoir perdu de vue ses objectifs, d'avoir ignoré les promesses faites lors du premier coup d'État en janvier. Au lieu de protéger le pays et d'aider le peuple, ont-ils dit, ils s'étaient laissés entraîner dans la politique. Ils ont également dit quelque chose d'important. Ils avaient essayé de régler les choses pacifiquement, mais comme personne ne les écoutait, ils ont dû agir. Beaucoup des soldats les plus jeunes avaient apporté le fardeau le plus lourd dans la lutte contre les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'EIL. Certains soldats d'élite, comme ceux de la célèbre unité Cobra, ne recevaient même plus leur solde. Ils risquaient leur vie tout en se sentant oubliés. Et quand les gens se sentent ignorés trop longtemps, parfois ils décident de réécrire l'histoire eux-mêmes. Le matin du 30 septembre, quelque chose d'important s'est produit au Burkina Faso. Un groupe de soldats, frustrés par la situation, a décidé de passer à l'action. Au centre de tout cela se trouvait le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune officier bénéficiant d'un soutien croissant, notamment de la part d'un groupe de soldats d'élite connu sous le nom d'unité Cobra. Ils ont joué un rôle majeur dans ce qui est rapidement devenu un véritable coup d'État militaire. Traoré et son équipe n'ont pas caché leur motivation. Ils ont promis de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Assurer la sécurité du pays, protéger ses frontières et défendre les droits de tous les citoyens burkinabés. Ils ont également déclaré qu'il était temps pour le Burkina Faso de construire des partenariats plus solides et plus équilibrés à travers le monde, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais bientôt, les choses se sont compliquées. Le lendemain, le 1er octobre, des rumeurs ont commencé à circuler. Traoré et ses compagnons officiers ont accusé l'ancien dirigeant Damiba de se cacher dans une base militaire française. Ils ont affirmé qu'il tentait d'organiser une contre-attaque. Or, de nombreux Burkinabés étaient déjà en colère face à ce qu'ils percevaient comme une influence étrangère excessive, notamment de la part de la France. Alors, lorsque ces accusations ont été rendues publiques, les émotions ont explosé. Même si le gouvernement français a tout nié, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, manifestant devant les bâtiments et ambassades françaises. Ce qui avait commencé comme une manœuvre militaire est soudainement devenu un soulèvement populaire, non seulement contre Damiba, mais aussi contre l'ingérence étrangère. Ce soir-là, la situation a tourné en faveur du capitaine Traoré. De plus en plus de soldats ont rejoint son camp, y compris des membres de l'armée de l'air et des forces spéciales. Le lendemain matin, Damiba a accepté de se retirer, mais à condition que lui et ses proches soient protégés. 6 jours plus tard, le monde a regardé avec surprise. Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 ans, est arrivé tôt à la cérémonie de prestation de serment. Il était vêtu de son uniforme militaire complet. Ses pas étaient calmes mais assurés, comme ceux d'un homme de terrain, pas d'un politicien élégant entrant dans un grand événement. Un détail attirait l'attention. Il portait un masque. Certains disaient qu'il ne voulait pas que les caméras captent pleinement son expression. D'autres pensaient que cela ajoutait du mystère à ce jeune leader inattendu. Puis vint le grand moment. Quelqu'un lui tendit un court document, seulement quelques lignes en français. La main levée, il fit une promesse. Il jura de protéger la Constitution, de respecter les règles de la transition et d'apporter la justice à tout le peuple du Burkina Faso. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré devint le plus jeune chef d'État au monde. Dans les rues, le peuple célébrait. Certains dansaient, d'autres agitaient des drapeaux. Pour beaucoup, c'était comme si l'espoir était revenu. Pour comprendre à quel point il est jeune, si vous doubliez son âge et ajoutiez encore 19 ans, vous obtiendriez l'âge de Paul Biya, le président du Cameroun. Biya est le dirigeant le plus âgé d'Afrique, avec 91 ans. Mais Traoré ne s'intéresse ni à l'âge ni au statut. Il ne court pas après les titres et ne cherche pas à paraître élégant en costume. Au contraire, il dit qu'il est là pour une seule chose, sauver son pays. Il dit qu'il est prêt à tout abandonner pour ramener la paix et la liberté au Burkina Faso. Aucun sacrifice n'est trop grand, a-t-il déclaré.
nous suivrons toujours un seul guide, le peuple. À mesure que de plus en plus de gens commençaient à s'intéresser à l'ascension du capitaine Ibrahim Traoré, certains observateurs ont commencé à poser des questions difficiles. Recevait-il de l'aide de l'extérieur du Burkina Faso? Et si oui, de qui? Il n'a pas fallu longtemps pour que certains regards se tournent vers la Russie, et plus précisément vers Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, où réside l'un des dirigeants les plus puissants du monde, Vladimir Poutine. À peine 2 jours après le coup d'État au Burkina Faso, les médias ont commencé à s'agiter. Un journaliste nommé Eliane Pelletier, du New York Times, a affirmé avoir trouvé des signes clairs qu'un groupe russe obscur, connu sous le nom de groupe Wagner, avait été discrètement impliqué dans les actions de Traoré. Puis, un autre journaliste, Edward McAllister de Reuters, a jeté de l'huile sur le feu. Il a déclaré que quiconque tenterait de s'opposer à Traoré devrait y réfléchir à 2 fois, car la Russie le soutenait fermement. Mais qu'avait Traoré à dire à ce sujet? Il n'a pas esquivé la question. Interrogé par France 24, Traoré a rejeté ces allégations. Il a affirmé qu'il n'avait pas besoin de soldats du groupe Wagner, car le Burkina Faso disposait déjà de ses propres défenseurs, de courageux habitants connus sous le nom de VDP ou volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agissait de citoyens et non de combattants étrangers, prêts à défendre leur terre avec tout ce qu'ils avaient. Pourtant, les soupçons ne se sont pas dissipés. Le 27 septembre 2023, Traoré s'est rendu au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et là, il a pris la parole avec clarté et émotion. Il a déclaré que la Russie était comme une famille pour le Burkina Faso, et pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Il a rappelé au public que les Africains comme les Russes avaient fait d'énormes sacrifices pendant la Seconde Guerre mondiale, même si leurs histoires étaient souvent absentes des livres d'histoire. Des grands-pères africains avaient été envoyés en Europe pour aider à vaincre les nazis, tandis que la Russie avait perdu des millions de vies en menant le même combat. Alors, lorsque Traoré a déclaré « Nous sommes les peuples oubliés du monde », cela a touché une corde sensible. Il parlait de lutte commune, de force partagée et d'un lien qui, à ses yeux, était réel et durable. Après avoir entendu cela, beaucoup ont dit « Voilà, c'est clair ». Traoré ne se contente pas de collaborer avec la Russie, il en est fier. Il ne l'a pas caché. Il les a appelés ses frères, et ce moment a convaincu de nombreux observateurs que Traoré et Moscou étaient sur la même longueur d'onde. Lorsqu'il a pris le pouvoir pour la première fois, Traoré avait promis que des élections auraient lieu d'ici juillet 2024, une étape vers un retour à la démocratie. Mais un autre grand rebondissement est survenu. Le 25 mai 2024, le gouvernement militaire a annoncé que la transition serait prolongée de 5 années supplémentaires, avec Traoré restant au pouvoir pendant cette période. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de prolonger son maintien au pouvoir de 5 années supplémentaires, cela a divisé l'opinion. Certains ont soutenu cette décision. D'autres, au Burkina Faso comme à l'étranger, ont commencé à s'inquiéter. Le rêve d'un retour au pouvoir civil était-il en train de s'évanouir? En même temps, autre chose se produisait. Traoré ne se contentait pas de faire des changements à l'intérieur du pays. Il modifiait aussi la manière dont le Burkina Faso dialoguait avec le reste du monde. La relation du pays avec la France, son ancien colonisateur, était déjà tendue lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais elle est devenue encore plus conflictuelle après que d'immenses foules ont commencé à défiler dans les rues. Il n'était pas simplement mécontent. Il réclamait le départ de l'armée française, et ils n'étaient pas les seuls. Partout en Afrique de l'Ouest et au Sahel, de plus en plus de personnes faisaient entendre leur voix, frustrées par l'influence étrangère, en particulier celle de la France. Traoré a écouté. En janvier 2023, le Burkina Faso a donné 1 mois à la France pour faire ses valises et partir. Ils ont mis fin à l'accord militaire qui permettait aux troupes françaises d'opérer sur le sol burkinabé. La raison ? Traoré a déclaré qu'il était temps pour le Burkina Faso de se défendre selon ses propres conditions. 1 mois plus tard, en février, la décision est devenue officielle. Lors d'une cérémonie discrète mais solennelle, le drapeau français a été abaissé sur la dernière base militaire française du pays. Et ainsi, un chapitre s'est refermé. Depuis le jour du coup d'État, Traoré est facilement reconnaissable. Il ne porte pas de costume brillant ni de chaussures vernies. À la place, il est toujours habillé pour le terrain. Treillis militaire, béret rouge, gants tactiques et un pistolet attaché à la jambe. Ce n'est pas qu'un style, c'est un message. Je suis toujours un soldat. Je suis toujours avec le peuple sur le terrain. Cela soulève donc une grande question. Quel genre de vie mène réellement le plus jeune président du monde ?
Conduit-il des voitures tape à l'œil et hors de prix? Dort-il dans un palais au sol en marbre et au mobilier doré? Vit-il comme beaucoup d'autres dirigeants, loin des difficultés des gens ordinaires? Cela nous amène au chapitre 3, philosophie de leadership et action. Lorsque Ibrahim Traoré est devenu président, il n'a pas suivi le scénario habituel. Alors que de nombreux présidents africains emménagent dans des résidences somptueuses, profitent d'avantages luxueux et perçoivent des salaires énormes, Traoré a choisi quelque chose de radicalement différent. Il a refusé le salaire présidentiel officiel de 76 000 $. À la place, il a continué à toucher ce qu'il gagnait en tant que capitaine de l'armée, bien moins d'argent. Ce n'est pas quelque chose que beaucoup de dirigeants font, mais pour Traoré, c'était un message. Il ne voulait pas être perçu comme un dirigeant au-dessus du peuple. Il voulait montrer que diriger pouvait signifier sacrifice et non confort. Car pour lui, être président ne relevait pas du privilège, mais d'un objectif. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait un choix qui en a surpris plus d'un, surtout dans un monde où les dirigeants recherchent souvent le pouvoir, l'argent et le luxe. Mais il ne voulait pas seulement diriger le Burkina Faso, il voulait le servir. Dès le départ, il a mis son peuple avant lui-même, et ce qu'il a accompli en seulement 2 ans est ce que la plupart des dirigeants rêveraient de faire en toute une vie. Commençons par quelque chose de simple mais puissant, son salaire. Au Burkina Faso, le président gagne normalement 76 000 $ par an. C'est une somme importante, surtout quand on sait que la personne moyenne au Burkina Faso gagne environ 73 $ par mois. Mais au lieu de garder ce salaire élevé, Traoré a dit « Non, merci ». Il a choisi de conserver sa solde militaire habituelle en tant que capitaine, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également réduit les salaires du gouvernement de 20% en déclarant « Si nous voulons un véritable changement, nous devons tous faire des sacrifices ». Cet argent, il ne l'a pas mis de côté ni utilisé pour construire un palais. Il l'a réinvesti directement dans le pays. Avec ces fonds, son gouvernement a commencé à construire des écoles pour que plus d'enfants puissent apprendre, à moderniser l'agriculture afin que les agriculteurs puissent produire plus de nourriture avec moins de difficultés, à ouvrir des usines textiles pour créer des emplois et soutenir les industries locales, à créer des usines de transformation de tomates pour que le pays n'ait plus à dépendre des importations et même à poser les bases de raffineries de pétrole pour que le Burkina Faso puisse alimenter son propre avenir. Ce ne sont pas des projets à effet immédiat. Ce sont des investissements à long terme, des mesures qui pourraient transformer le pays pour des générations à venir. Et à travers tout cela, Traoré est resté le même. Il conduit une voiture simple, porte son uniforme militaire et vit modestement bien loin de nombreux autres présidents africains qui s'entourent de voitures de luxe, d'avions privés et de gigantesques demeures. Mais Traoré ne cherche pas à impressionner qui que ce soit avec sa richesse. Il croit que le leadership signifie servir, pas se vanter. C'est pourquoi tant de gens ont commencé à le comparer à une autre figure légendaire de l'histoire du Burkina Faso, Thomas Sankara. Comme Sankara, Traoré incarne l'humilité, l'honnêteté et l'action. Il prouve que le fait d'être proche du peuple, de vivre comme lui, de l'écouter, de travailler pour lui peut construire une nation plus forte que n'importe quel palais doré ne le pourrait jamais. Alors que d'autres courent après le pouvoir pour eux-mêmes, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi le service plutôt que le statut, et le peuple plutôt que les privilèges. Le véritable leadership ne consiste pas à briller sous les projecteurs ou à exhiber une photo de famille parfaite, et le capitaine Ibrahim Traoré semble l'avoir compris mieux que la plupart. Contrairement à de nombreux présidents qui affichent fièrement leur vie personnelle, posant avec leurs épouses, leurs enfants et leurs familles élargies, Ibrahim Traoré a choisi une voie différente. Vous ne trouverez pas de photos de sa femme ou de ses enfants en ligne. Vous n'entendrez pas d'histoires de dîners somptueux ou de fêtes d'anniversaire au palais. C'est parce que Traoré garde sa vie privée complètement en dehors des projecteurs. Sa priorité ? Ce ne sont ni les selfies ni l'attention, mais l'avenir du Burkina Faso. Ce niveau d'humilité et de dévouement est rare, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. À seulement 28 ans, Traoré a commencé à montrer aux gens que le véritable leadership n'a rien à voir avec la richesse ou la célébrité personnelle. Alors que d'autres courent après la richesse et le confort, lui a redoublé d'efforts dans le service, la simplicité et l'action. Il a remis en question l'idée qu'un dirigeant doit être riche pour être puissant. Il a renversé les codes, montrant qu'un leader peut être fort tout en menant une vie simple. Il a choisi de servir le peuple en priorité et non de se mettre en avant. Et cela a déjà eu un impact important au Burkina Faso. Les gens le voient comme bien plus qu'un simple président.
Il est devenu le symbole de quelque chose de nouveau, une forme d'espoir dans le leadership, qui ne place pas les politiciens au-dessus du peuple, mais à ses côtés. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'éloges et de progrès. Elle parle aussi de danger et de la manière dont les choix audacieux de Traoré ont failli tout lui coûter. Revenons au 8 novembre 2024. Ce jour-là, un plan terrifiant a été découvert. Un groupe de personnes, dont certaines avaient des connexions puissantes, avait organisé une mission secrète pour évincer Traoré du pouvoir. Ce n'était pas une attaque bruyante. Elle n'a pas commencé avec des chars ou des coups de feu. Elle a commencé avec de l'argent. Un homme mystérieux est entré dans le pays en prétendant être en voyage d'affaires, mais il n'était pas là pour le commerce. Il est venu avec 5 milliards de francs CFA. Cela représente plus de 8 millions de dollars. Et son véritable objectif était de soudoyer des soldats pour qu'ils se retournent contre leur président. L'argent n'était pas destiné aux écoles ou aux hôpitaux. Il était destiné à un coup d'État. Le plan consistait à utiliser cet argent pour acheter des loyautés, semer le trouble et renverser discrètement le gouvernement de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le Burkina Faso est riche en or et en minéraux. Et là où il y a des ressources, il y a toujours des gens, surtout venus de l'étranger, qui cherchent à en prendre le contrôle. L'homme derrière le complot était apparemment lié à des intérêts étrangers qui espéraient exploiter les difficultés du Burkina Faso comme une occasion de s'emparer du pouvoir et d'en tirer profit. Mais l'armée du pays, fidèle au peuple, ne l'a pas permis. Le plan a été révélé et stoppé, et le suspect a été arrêté avant que l'opération ne puisse se dérouler. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré a survécu non seulement à une nouvelle crise, mais à une tentative à grande échelle d'effacer tout ce qu'il avait entrepris. Alors que le Burkina Faso commençait à se stabiliser et à repousser l'instabilité, tout le monde ne s'en réjouissait pas. En réalité, certains groupes puissants venus de l'étranger voyaient ces progrès comme un problème, car un Burkina Faso fort et indépendant signifiait moins de contrôle pour eux. Alors, un plan a été élaboré. L'idée ? Soudoyer les soldats, leur offrir d'énormes sommes d'argent en échange de leur loyauté. Puis, une fois la confiance de quelques soldats clés obtenus, provoquer suffisamment de chaos pour ébranler la direction et faire basculer le pouvoir. Mais les choses ne se sont pas passées comme les comploteurs l'avaient prévu. Les soldats qu'ils avaient approchés n'étaient pas de simples recrues. C'étaient des hommes qui avaient tenu bon en première ligne, combattant les extrémistes, les groupes terroristes et risquant leur vie pour protéger leur peuple. Quand quelqu'un a tenté de les acheter, ils n'ont pas dit non directement. À la place, ils sont restés silencieux et ont discrètement tout rapporté à leurs supérieurs. Pendant des semaines, ils ont fait semblant de coopérer. Ils ont recueilli des noms, enregistré des conversations, suivi le plan à la trace. Pièce par pièce, le puzzle s'est assemblé jusqu'à ce que l'armée ait enfin assez d'éléments pour agir. Le jour prévu pour l'échange, une opération coup de filet a été lancée. Dans un entrepôt isolé, les soldats sont intervenus et ont arrêté le suspect. Dans sa valise, une réserve d'argent liquide destinée à financer un coup d'État. La pièce avait été équipée de caméras cachées. Chaque instant avait été enregistré, chaque détail capturé. Mais ce qu'ils ont découvert allait bien au-delà d'un simple homme avec de l'argent. Ce n'était pas un complot de petite envergure. C'était une partie d'une opération bien plus vaste, impliquant des agents étrangers et des mercenaires déjà actifs dans la région du Sahel. Le complot avait des liens avec des puissances extérieures, aux intérêts majeurs dans l'or, les minéraux et les terres d'Afrique de l'Ouest. Ces intérêts étrangers n'avaient qu'un seul objectif, maintenir l'Afrique dans la dépendance. Et désormais, un pays comme le Burkina Faso, qui reprenait le contrôle de ses propres ressources, était perçu comme une menace pour leurs profits et leurs plans. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup d'État. Il s'agissait d'arrêter un mouvement vers l'indépendance. L'arrestation a révélé quelque chose d'énorme. Certaines personnes sont prêtes à tout pour garder le contrôle sur les richesses de l'Afrique, même si cela signifie détruire la paix. Mais cela a aussi révélé quelque chose de plus fort. Le Burkina Faso n'est pas facile à briser. Les soldats à qui l'on avait proposé des millions ont choisi leur pays à la place. Maintenant que tout cela se passe en coulisses, qu'en est-il du travail accompli au grand jour par le capitaine Ibrahim Traoré ? Quel changement majeur a-t-il apporté en 2 ans depuis son arrivée au pouvoir ? Jetons un coup d'œil. Chapitre 5. Façonner l'avenir. En octobre 2025, cela faisait 2 ans que le capitaine Ibrahim Traoré était devenu le dirigeant du Burkina Faso. Et en si peu de temps, le pays avait changé bien plus que ce que quiconque aurait pu imaginer. Après être arrivé au pouvoir lors du coup d'État d'octobre 2023,
Traoré a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Et selon de nombreux observateurs, il a déjà tenu plus de 80% des promesses qu'il avait faites. Ses efforts ont touché presque tous les aspects de la vie, de la sécurité à l'énergie, en passant par la santé, l'agriculture et la liberté économique. Et désormais, le monde entier y prête attention. L'un des plus grands projets sous sa direction est le projet Faso-Rail, un plan ambitieux visant à construire un réseau ferroviaire national reliant les villes et les provinces. Il est détenu à 75% par le gouvernement et soutenu à 25% par des investisseurs privés. À Bobo-Dioulasso, ils construisent une usine de pièces de train pour fabriquer des wagons et des rails directement au Burkina Faso au lieu de les importer. Le coût total du projet s'élève à 70 milliards de francs CFA, soit environ 110 millions de dollars, et il devrait être achevé en seulement 18 mois, créant des milliers d'emplois et facilitant le commerce à travers le pays. Mais ce n'est pas tout. L'équipe de Traoré s'est associée à Rosatom, l'entreprise russe, pour construire une centrale nucléaire. C'est un grand pas vers l'énergie propre, moins de pollution et plus d'électricité, surtout pour les populations des zones rurales. Cela fait aussi partie d'un plan plus vaste visant à permettre aux usines et aux hôpitaux de fonctionner plus efficacement grâce à une énergie stable et abordable. À Koudougou, un autre projet majeur est en cours. Un technopôle pharmaceutique, un centre où le Burkina Faso pourra produire ses propres médicaments au lieu de dépendre des importations. Cela signifiera de meilleurs soins de santé pour la population et plus d'emplois pour les habitants. Le budget ? Encore 70 milliards de francs CFA investis dans l'avenir du pays. Pendant ce temps, le gouvernement de Traoré s'efforce de mieux valoriser les ressources naturelles du Burkina Faso. Ils construisent une raffinerie d'or pour traiter l'or du pays sur place. Une usine de transformation de tomates est en cours de construction pour réduire les importations alimentaires. Et un vaste programme de réforme agricole fournit gratuitement des tracteurs, des semences abordables et des engrais subventionnés aux agriculteurs. Ces changements ont permis d'améliorer la sécurité alimentaire de plus de 50% en seulement 2 ans. Mais Traoré ne s'est pas seulement concentré sur la construction. Il a également gardé un œil sur la protection du pays. En janvier 2025, le bataillon d'intervention rapide du Burkina Faso, accompagné d'autres unités de défense et des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, a mené d'importantes opérations. Ils ont éliminé des dizaines de terroristes dans des régions comme Salinzo, Mantei et Queen Village, repoussant les insurgés et reprenant des zones autrefois considérées comme perdues. Les réformes militaires, ainsi que de nouvelles alliances avec la Russie, la Turquie et la Chine, ont permis l'acquisition de meilleures armes, d'une formation renforcée et d'un soutien stratégique. Des régions comme Djibo, qui avaient été isolées par la violence, ont été libérées, reconnectant les villes, rouvrant les routes et ramenant l'unité dans le Sahel. Et dans un geste audacieux en faveur de l'unité et de l'indépendance africaine, le français a été officiellement retiré comme langue officielle du Burkina Faso, un symbole fort de l'engagement du pays envers les valeurs panafricaines et la souveraineté. Sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, les grands changements ne se sont pas limités au plus haut niveau. Ils ont également touché les gens du quotidien. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté, montrant que les travailleurs publics, enseignants, infirmiers et employés de l'État sont enfin reconnus et récompensés pour leur travail acharné. Parallèlement, la Banque centrale du Burkina Faso a pris des mesures importantes pour protéger l'indépendance financière du pays vis-à-vis de la France, affirmant clairement que l'avenir de la nation appartient aux Burkinabés. Sur le plan énergétique, les choses brillent encore davantage. Le pays a lancé d'importants projets d'énergie renouvelable, dont le plus grand barrage hydroélectrique de l'histoire du Burkina Faso. Ce barrage fournit désormais de l'électricité à davantage de foyers, de fermes et d'usines, aidant le pays à se développer sans dépendre du carburant importé. Et là où les médecins étaient autrefois inaccessibles dans les zones rurales, des cliniques mobiles de santé prennent désormais la route. Ces cliniques se rendent dans des villages reculés, apportant des examens médicaux, des médicaments et des soins à des personnes souvent laissées pour compte. En seulement 2 courtes années, Traoré a contribué à transformer l'image du Burkina Faso, passant d'un pays en proie à l'instabilité à un pays synonyme de force, d'indépendance et de progrès audacieux. Alors voici une réflexion. Si un seul dirigeant peut inspirer un tel changement en 2 ans, que pourraient apprendre les autres dirigeants africains de lui ? Pourraient-ils diriger en servant et non seulement en exerçant le pouvoir ? Pourraient-ils placer leur peuple avant la politique ? Et qu'en est-il de la vision d'ensemble ?
Le capitaine Ibrahim Traoré a-t-il ce qu'il faut pour façonner non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'avenir de l'Afrique? Ce sont les questions que les gens se posent. Merci d'avoir fait partie de ce voyage. Je vous souhaite la paix, une bonne santé et du succès dans tout ce que vous entreprenez. Et souvenez-vous, vous serez toujours les bienvenus dans la famille Big Wins.